Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre ce matin l'un des temps forts du projet de loi très controversé sur le renseignement au Sénat. Les sénateurs sont entrés dans le vif du texte après la discussion générale. Ils examinaient hier les différents articles, et notamment une partie de l'article 1er sur la mise en place de surveillance dans les établissements pénitentiaires. Les débats étaient parfois houleux. Les poids lourds du gouvernement se sont succédés dans l'hémicycle pour défendre leur vision du texte, y compris Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Non, les prisons ne sont pas une zone de non-droit, selon la ministre, et oui, elles font déjà l'objet d'une surveillance toute particulière, mais pas question pour autant de confondre le rôle du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire et le rôle des ministères comme le ministère de la Défense ou de l'Intérieur. Finalement, le Sénat a contrôlé, a encadré les relations entre l'administration pénitentiaire et les renseignements. L'administration pourra signaler un ou une détenue qui fera alors l'objet d'un système de surveillance. Tout cela sera encadré par décret du Conseil d'État. Tout de suite, on découvre les votes et les débats dans l'hémicycle. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois que j'ai une demande de parole de Monsieur le Président rapporteur Bas. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. À ce stade de notre discussion, nous abordons un sujet extrêmement sensible. C'est celui de la mobilisation des techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires. Le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale s'est traduit par de nombreuses prises de position publiques, et j'ai souhaité, à l'occasion de la préparation de mon rapport, entendre l'ensemble des parties prenantes pour proposer à la commission des lois le texte qu'elle a adopté et qui m'a paru répondre à des impératifs qu'il est difficile de concilier. Le premier impératif, bien sûr, et notre commission d'enquête sur la lutte contre le djihadisme l'a parfaitement fait ressortir, c'est de faire en sorte que les menées dangereuses qui peuvent impliquer des détenus ne soient pas sans surveillance, car cela relève de la lutte contre la grande criminalité, de la lutte contre le terrorisme et de la prévention d'actes criminels. Nous savons bien que dans les établissements pénitentiaires, un certain nombre de détenus, entre eux ou en relation avec l'extérieur, peuvent participer à ce que le juge pénal qualifiera d'association de malfaiteurs en vue d'actes criminels ou d'actes terroristes. Et de ce point de vue, l'utilisation des techniques de renseignement ne peut pas être exclue. Et c'est le deuxième point. Il serait tout de même très paradoxal que n'importe quel citoyen présent sur le territoire national puisse faire l'objet, si elle est autorisée, de l'application d'une technique de renseignement et pas une personne condamnée, vivant en prison ou purgeant sa peine partiellement à l'extérieur de la prison sous un contrôle pénitentiaire. Le troisième point, c'est que les services de l'administration pénitentiaire ne disposent pas eux-mêmes matériellement des moyens pour collecter les renseignements autres que les moyens les plus ordinaires, c'est-à-dire sans utiliser les technologies modernes que les autres services de renseignement ont à leur disposition. Il faut donc trouver un système qui permette à la fois d'assurer la surveillance des détenus, en dehors même de la préoccupation de maintenir l'équilibre et la cohésion de la communauté pénitentiaire, mais pour prévenir des crimes et des délits, tout en tenant compte que les moyens ne peuvent pas être directement mis en œuvre par l'administration pénitentiaire. Alors nous avons trouvé une solution. Elle consiste à prévoir que les détenus pourront faire l'objet d'une surveillance qui sera mise en œuvre à l'intérieur des prisons
par des services de renseignement extérieurs à l'administration pénitentiaire. Et par conséquent, ne pas, comme l'a fait l'Assemblée nationale, permettre l'inscription de l'administration pénitentiaire tout entière dans la communauté du renseignement, parmi les services de renseignement dont le ministre de tutelle peut, à propos desquels le ministre de tutelle peut demander qu'une technique de renseignement soit mise en jeu. Et ça suppose donc que l'administration pénitentiaire puisse dire aux autres services aux services de renseignement de la communauté du renseignement qu'il paraît nécessaire de mettre en œuvre une surveillance spéciale, mais cette surveillance sera mise en œuvre par les autres services de renseignement et non pas par l'administration pénitentiaire elle-même. Voilà le compromis auquel nous avons travaillé, auquel nous sommes parvenus et qui figure dans le texte de la Commission. Merci, monsieur le rapporteur. Je suis saisie de 8 amendements et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune. Le 46 qui va être défendu par Madame Cukierman. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Madame la Présidente. Très simplement, cet amendement vise à restreindre les services de renseignement habilités à recourir aux techniques de renseignement au seul périmètre de l'article L811-2 du Code de la sécurité intérieure, pour ne pas permettre l'augmentation de leur nombre et périmètre par voie de décret sous le seul contrôle de l'exécutif. La seule possibilité d'un changement de nom des services ne semble pas justifier la souplesse d'un ajout supplémentaire. C'est pour cela que nous vous demandons la suppression des 2 alinéas 20 et 21. Merci, Madame Cukierman. Le 90, Madame Benbassa. Merci Madame la Présidente. Je défendrai, si vous me le permettez, les amendements 90 et 91 conjointement. L'amendement 90 a pour objet de supprimer l'alinéa 20 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État désigne les services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignements envisagés par le texte. Nous considérons au contraire que les services habilités à recourir à ces techniques doivent être limités et définis par la loi et ne pas pouvoir être multipliés par simple décret. L'amendement 91 est alors un amendement de repli qui vise à limiter l'accès d'autres services que ceux spécialisés dans le renseignement à certaines techniques de recueil de renseignements, en excluant les techniques qui ne permettent pas de cibler une personne, par exemple dispositifs techniques de proximité, ou qui porteraient sur le contenu d'une correspondance. Il nous semble fondamental de ne pas multiplier par simple décret le nombre de services qui seraient habilités à recourir à des techniques gravement attentatoires à la vie privée. Merci, Madame Benbassa. Le 131 rectifié, Monsieur Sueur. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un point tout à fait essentiel. Il faut respecter les missions du ministère de la Justice. Celles-ci ne sont pas les missions du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense, c'est clair. À partir de ce moment-là, le ministère de la Justice n'a pas vocation à intervenir dans le domaine technique et opérationnel du renseignement. Le renseignement pénitentiaire est néanmoins essentiel et il doit être développé. Mais il doit être développé dans le cadre des services de renseignement. Comme ce service de renseignement pénitentiaire est situé et travaille dans les établissements pénitentiaires, il est clair qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des liens entre les services pénitentiaires et les services de renseignement. C'est pourquoi nous proposons une rédaction dont nous avons pesé chaque mot pour le 131, dans l'amendement 131 rectifié pour l'alinéa 21. Il s'agirait de dire qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre 5 du présent livre dans les établissements pénitentiaires. Donc, nous reconnaissons la nécessité du renseignement pénitentiaire. Deuxièmement, nous disons que le décret détermine
les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire effectue des signalements. Elle effectue des signalements par rapport à des personnes ou par rapport à des situations. Et il est normal qu'elle le fasse. Troisièmement, nous prévoyons que le décret fixe les modalités des échanges d'informations, y compris celles qui font suite à ces signalements, entre d'une part les services de renseignement et d'autre part l'administration pénitentiaire pour le bon accomplissement des missions de chacun. Cette rédaction sur les 3 points, 1, il faut du renseignement pénitentiaire, 2, l'administration pénitentiaire procède à des signalements, 3, il y a modalité d'échange d'informations entre l'administration pénitentiaire et les services de renseignement. Cette rédaction, elle est claire. Elle dit qui fait quoi. Elle précise les missions de chaque instance. Et c'est pourquoi nous pensons qu'elle est préférable à celle même améliorée, monsieur le rapporteur, qui a été retenue par la commission. Si, monsieur Sueur, est-ce que vous défendez aussi le 120 rectifié bis, peut-être 129 rectifié bis, pardon. 129, oui, rectifié bis. Compte tenu du caractère sensible de ces questions, il nous est apparu qu'il était logique de prévoir un décret en Conseil d'État. Merci, monsieur Sueur. Le 120 rectifié bis, qui ne va pas être soutenu. 130 rectifié bis, monsieur Sueur, de nouveau. Vous l'aurez compris, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement de repli. C'est-à-dire que si notre amendement d'aventure, le premier que j'ai présenté, n'était pas retenu, je ne comprendrais pas pourquoi, je dois vous le dire vraiment. Mais si telle était la situation dans laquelle nous nous trouverions, eh bien, dans ce cas-là, nous proposons simplement de supprimer dans l'alinéa 21, seconde phrase, nous proposerions de supprimer les mots « demander à ces services de mettre en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 2, une technique de renseignement au sein d'un établissement pénitentiaire ». Cet amendement a été rédigé, monsieur le rapporteur Philippe Bas, avant que vous ne déposiez le vôtre. Mais l'esprit est clair, il ne revient pas aux services pénitentiaires de participer à la mise en œuvre de ces techniques. Merci, monsieur Sueur. Le 190, monsieur le rapporteur, avec un sous-amendement de madame Benbassa ensuite. J'ai entendu les préoccupations exprimées par le président Sueur. Et le président Sueur, notamment, mais je sais que ça n'est pas sa seule attente, a souligné qu'il lui paraissait excessif de prévoir que l'administration pénitentiaire puisse demander la mise en œuvre d'une technique de renseignement pour la surveillance d'un détenu. Et il voudrait que seul un signalement soit possible. J'ai un peu résisté. Et puis je me suis dit qu'au fond, à partir du moment où l'administration pénitentiaire de toute façon ne prend pas la décision, il n'y a pas un très grand écart entre demander et signaler, car si le signalement est suffisamment motivé, il équivaudra à une quasi-demande. Mais c'est une manière, je crois, de signifier que l'administration pénitentiaire ne poursuit pas les mêmes fins en termes de sécurité publique que les services de renseignement et que c'est à eux d'apprécier si c'est utile ou non, dans le cadre de la prévention d'un certain nombre de crimes, de délits, de déclencher la surveillance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé cet amendement numéro 190, qui a reçu ce matin un avis favorable de la Commission et qui prévoit que l'administration pénitentiaire ne demande pas l'utilisation de la technique de renseignement, mais signale toute personne écrouée au service de renseignement aux fins de mise en œuvre d'une technique de renseignement. Madame Benbassa, très justement, a relu cet amendement et a considéré que ce n'était pas une bonne idée d'utiliser le verbe écrouer au participe passé. Elle préfère le verbe détenir
au participe passé, et je partage cette préférence. Et du coup, je souhaite que l'amendement que j'ai présenté soit adopté en étant corrigé par le sous-amendement numéro 207 de Madame Benbassa. Très bien, Madame Benbassa, donc vous avez satisfaction sur votre amendement, d'accord? Vous voulez la parole, je vous en prie. Merci. Oui, bien sûr, j'ai satisfaction, surtout que c'était pas assez clair et que c'est vrai que toute personne écrouée n'est pas physiquement dans un établissement pénitentiaire. C'est le cas des personnes sous bracelet électronique qui sont à leur domicile, par exemple. Or, l'objectif de l'alinéa 21 est bien d'améliorer la coordination sur la surveillance dans les établissements pénitentiaires. Donc, comme l'a dit M. Bas, et pour plus de précision, nous vous proposons donc de remplacer le mot « écroué » par le mot « détenu ». Merci. Merci, Madame Benbassa. Je vais demander l'avis de la Commission sur ces amendements. Donc, on commence par le 46, Monsieur le rapporteur. L'avis est défavorable. L'avis est défavorable. 91. L'avis est également défavorable. Le 131 rectifié. C'est un avis défavorable. En réalité, j'aurais aimé que les auteurs de cet amendement le retirent, mais je crois que le président Sueur ne voudra pas, compte tenu du fait qu'il comporte un certain nombre d'éléments auxquels il a dit tenir et qui vont au-delà de la question du signalement. Mais c'est précisément avec ces éléments que je suis et que la Commission est en désaccord. Et nous avons enfin Rectifié. et l'avis de la Commission est favorable. Formidable. Il reste encore le 130 rectifié bis, Monsieur le rapporteur. Non. En Il effet, n'a pas été défendu, l'autre. et il s'agit d'un amendement de repli, mais la Commission est également défavorable à cet amendement. Bien, merci, Monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. On commence par le 46. Pour ce qui concerne le 46, le gouvernement est défavorable, comme il sera d'ailleurs défavorable au numéro 90. Il est défavorable car le projet de loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État désigne ceux de ces services, autres que les services spécialisés de renseignement relevant des ministères de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que des ministères chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent également autoriser à recourir aux techniques de renseignement. Empêcher les services non spécialisés dans le renseignement, mais dont la mission entre également dans le champ du renseignement, ce que l'on appelle communément le deuxième cercle, de recourir aux techniques prévues dans le présent projet de loi n'est pas, selon nous, souhaitable ni acceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables. Enfin, pour l'amendement 91, qui propose de restreindre la portée de ce décret en précisant que les services du second cercle ne pourront être autorisés qu'à mettre en œuvre certaines techniques, constituerait une restriction opérationnelle selon nous excessive et inutile, et nous y sommes pour cette raison défavorables. Le 131 rectifié. Madame la garde des Sceaux. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents rapporteurs, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs, vous me permettrez de précéder l'avis du gouvernement sur les amendements restants soumis à discussion commune d'un propos liminaire, puisque, comme l'a fait tout à l'heure le président rapporteur Philippe Bas, nous entamons effectivement une séquence de nature et de contenu différents, puisque nous avons entamé avec ces amendements et ces articles la question du renseignement pénitentiaire. Je voudrais rappeler, d'une part, évidemment, que la responsabilité du ministère de la Justice est d'une autre nature que celle des ministres de l'Intérieur et de la Défense, qui ont directement sous leur autorité et leur responsabilité les services chargés d'effectuer ces missions de surveillance. Le ministère de la Justice, en tant que tel, et cela est défini dans la Constitution, est chargé d'apporter à l'ensemble de la société, donc à chaque citoyen, à chaque citoyenne, les garanties de contrôle juridictionnel, de contrôle judiciaire sur ses activités.
Nous allons approfondir ce point, notamment à l'article 4 du texte de loi qui concerne le contrôle juridictionnel. Là, dans ce cas précis, nous traitons des questions relatives aux missions du renseignement pénitentiaire. Sur le renseignement pénitentiaire, je vais peut-être commencer par faire pièce à une idée complètement fausse, mais qui circule avec grande facilité et qui consiste à penser qu'éventuellement la population carcérale échapperait à la surveillance. S'il y a une population qui est sous surveillance, c'est bien celle-là, parce qu'elle est captive, elle est placée sous l'autorité de l'administration pénitentiaire, donc du ministère de la Justice. Elle fait l'objet de décisions qui relèvent de l'autorité du ministère de la Justice. Par exemple, le classement sur des listes de détenus particulièrement surveillés. Par exemple, la décision, et quand je dis que c'est une catégorie de population captive, par exemple la décision d'isolement, par exemple la décision de placement en quartier disciplinaire, par exemple la décision de transfèrement. Donc il y a toute une série de décisions qui peuvent être prises sur cette population. Donc c'est une population qui est là sous l'autorité, j'allais presque dire sous la main du ministère de la Justice via l'administration pénitentiaire. Donc il ne s'agit pas ici d'envisager que cette catégorie de la population échapperait à la surveillance des services de renseignement. D'ailleurs, elle est déjà placée sous surveillance puisque les signalements qui sont faits par le renseignement pénitentiaire peuvent conduire les services de renseignement à, y compris demander à la CNCIS pour l'instant et dans l'avenir à la CNCTR, à demander l'autorisation d'effectuer des écoutes, puisque l'administration pénitentiaire a la responsabilité des écoutes sur téléphone fixe, puisque ces téléphones sont autorisés dans les établissements. Les téléphones portables ne sont pas autorisés. Il est arrivé cependant que les services de renseignement aient besoin d'écouter des conversations sur téléphone portable et elles saisissent la CNCIS. Tout ça se fait sur signalement du renseignement pénitentiaire. Donc rappelez un petit peu en quelques mots le renseignement pénitentiaire. Il a été créé, vous le savez, en fait son ancêtre a été créé en 1981. Il s'agissait en fait d'un bureau de liaison police pénitentiaire qui était placé, situé à la préfecture de police. En 1998, ce bureau de liaison est devenu un service, mais surtout cette unité a été transférée à la direction de l'administration pénitentiaire. En 2003 a été créé un état-major de sécurité pourvu de 3 bureaux, un chargé de la gestion de la détention, un chargé de la sécurité et le 3e chargé du renseignement pénitentiaire. Ce renseignement pénitentiaire a des missions qui sont définies, d'une part par un arrêté de 2008, d'autre part par la loi pénitentiaire de 2009. Si nécessaire, je vous donnerai lecture du contenu à la fois de l'arrêté et de l'article de la loi de 2009. Ce renseignement pénitentiaire, lorsqu'il a, je vais peut-être expliquer dans quel état il se trouve aujourd'hui et les raisons pour lesquelles il n'est pas souhaitable que le renseignement pénitentiaire se retrouve, en tout cas que l'administration pénitentiaire se retrouve opérateur de techniques de surveillance à l'intérieur des établissements pénitentiaires, en indiquant très précisément dès maintenant qu'évidemment, je viens de le dire, les établissements pénitentiaires n'échappent pas au territoire de la surveillance. Ils sont sur le territoire national, la prison est une institution républicaine et bien entendu les services de renseignement peuvent intervenir dans les établissements pénitentiaires. Le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et le désaccord qui a surgi consistait à savoir si c'était à l'administration pénitentiaire d'opérer directement sur les nouvelles techniques de surveillance ou si l'administration pénitentiaire, via le renseignement, devait effectuer les signalements tels qu'elle le fait déjà, de façon à ce que les services de renseignement opèrent dans les établissements pénitentiaires. Et c'est ce que nous cherchons à formaliser, à institutionnaliser, que nous avons fait par un amendement que la Commission des lois a amélioré dans sa rédaction. Et c'est l'objet des amendements qui sont actuellement en discussion commune. Donc ce renseignement pénitentiaire, lorsque nous sommes arrivés en 2012, il était composé de 72 agents. Nous l'avons plus que doublé puisque en 2015, il est composé de 159 agents. Et principalement des officiers d'ailleurs, donc des agents qualifiés. Et nous allons encore augmenter les effectifs puisqu'en 2016, il sera composé de 185 agents.
Nous avons également amélioré les relations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, puisque le renseignement pénitentiaire a pour mission d'effectuer des signalements aux services de renseignement. Ces signalements étaient faits de façon un peu informelle. Le travail que nous avons effectué pendant toute l'année 2014 avec le ministère de l'Intérieur nous a conduit à placer au sein de l'UCLAT, l'unité de coordination et de lutte antiterroriste qui relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur, nous avons mis à disposition au sein de l'UCLAT un directeur des services pénitentiaires. Nous participons également aux réunions hebdomadaires tenues par l'UCLAT. Le ministre de l'Intérieur et moi-même avons diffusé 3 circulaires interministérielles co-signées par nous deux, de façon à mieux coordonner le travail fait par nos services respectifs. Nous avons par ailleurs diversifié les activités. Nous avons d'abord signé un protocole entre l'UCLAT et l'administration pénitentiaire et la DGSI, et nous sommes en train de finaliser un protocole avec le service central du renseignement territorial. Nous avons par ailleurs diversifié les missions et les compétences du renseignement pénitentiaire, puisque nous y affectons des analystes veilleurs, des informaticiens spécialisés, des traducteurs interprètes, et nous avons également décidé de faire le recrutement d'équipes légères de sécurité qui vont effectuer notamment les fouilles sectorielles en plus des IRIS, c'est-à-dire des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Voilà donc l'état du service pénitentiaire et du renseignement pénitentiaire, donc ils ne sont pas des services que nous négligeons, dont les missions sont précisées par arrêté et par la loi pénitentiaire, qui ont été renforcées, restructurées sur l'ensemble du territoire et dont les compétences ont été diversifiées. La question qui est posée et qui a fait débat à l'Assemblée nationale, c'est celle de savoir, en cas d'utilisation de ces nouvelles techniques, non pas les anciennes, puisqu'elles ont déjà cours dans les établissements pénitentiaires, en cas d'utilisation de ces nouvelles techniques, est-ce que ce sont les agents pénitentiaires qui doivent y procéder ou est-ce que ce sont les services de renseignement? Ce que je soutiens et que j'ai défendu devant votre commission des lois, que je veux remercier pour son écoute, pour le temps qu'elle a consacré à ce sujet, puisque je crois que nous y avons passé pratiquement 1 heure sur ce sujet spécifique, et les conséquences que l'on a tirées dans la nouvelle rédaction de cet article. Ce que j'affirme, c'est que le renseignement est un métier, et notamment sur les techniques qui sont en cause, ces techniques doivent être opérées par des spécialistes, des personnes qui effectuent ce métier. Je ne veux pas évacuer la question de principe, même si j'entends de ci, de là, qu'on dit le principe, ça ne nous parle pas, c'est l'efficacité qui compte. Il y a à la fois des raisons de principe et des raisons d'efficacité. Les raisons de principe, je les ai indiquées en début de propos, le ministère de la Justice doit apporter à la société, aux citoyens, la garantie que ce ministère assure le contrôle juridictionnel et le contrôle judiciaire, et qu'il n'y a pas lieu, à l'occasion de ce texte de loi qui justement apporte un cadre juridique à l'activité de surveillance, à cette activité de police administrative, il n'y a pas lieu de procéder à une confusion des genres et à faire que le ministre de la Justice se retrouve commanditaire d'opérations directes d'usage de techniques de surveillance. Donc le principe ne me paraît pas négligeable et je pense que votre Assemblée est tout à fait en mesure de recevoir cet argument-là. En plus de cela, évidemment, il y a un sujet d'efficacité. L'efficacité, à savoir que lorsque l'on fait de la surveillance, cette surveillance suppose un minimum de méthodes, un minimum de moyens, un minimum de conditions. La surveillance ne peut pas s'isoler, elle doit être en lien avec, évidemment, l'environnement de la personne surveillée et, bien entendu, ses diverses activités et ce que font les personnes. Les détenus ne sont pas complètement isolés de l'extérieur. Ils reçoivent des visites, ils passent des appels téléphoniques, ils font de la correspondance et ils en reçoivent, et aussi ils ont des permissions de sortie. Donc surveiller un détenu à l'intérieur avec des opérations qui sont faites par le personnel pénitentiaire. Et je dis délibérément le personnel pénitentiaire parce que je veille et je veillerai à ce que les officiers du renseignement pénitentiaire ne soient ni identifiés ni identifiables. Cela suppose donc que lorsqu'on parle du renseignement pénitentiaire,
on parle potentiellement de l'ensemble des personnels pénitentiaires. Donc, confier à l'ensemble des personnels pénitentiaires la responsabilité d'effectuer une surveillance sur un détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, son capacité d'effectuer la surveillance nécessaire sur des relations, sur d'autres personnes qui peuvent être partie prenante de l'objet qui nécessite la surveillance, c'est prendre un risque en matière d'efficacité, parce que ça veut dire un service effectue la surveillance à l'intérieur, un autre effectue un bout de surveillance à l'extérieur, on multiplie là les risques d'erreur. Ensuite, charger éventuellement le renseignement pénitentiaire d'effectuer directement en tant qu'opérateur cette surveillance, cela suppose de l'équiper en plateforme d'écoute, en moyens techniques, en logistique, en capacité d'exploitation des données, parce que l'exploitation des données, pour qu'elle soit intelligente et utile et qu'elle s'effectue avec efficacité dans des délais rapides, cette exploitation des données, elle suppose de disposer d'une base de données, de pouvoir croiser des informations, donc d'avoir une masse d'informations qui permettent de tirer un enseignement utile d'une information isolée éventuellement. Donc il y a tout cela, c'est-à-dire que en clair, et c'est ce que j'ai expliqué à l'Assemblée nationale et que je crois avoir dit devant votre commission, c'est si le choix du législateur, devant lequel évidemment le gouvernement s'inclinerait, si le choix du législateur consisterait à faire du renseignement pénitentiaire un service de renseignement spécialisé tel que le sont la DGSI ou la DGSE, qu'il lui en donne les moyens, qu'il ne se contente pas d'écrire dans la loi que le renseignement pénitentiaire peut devenir un opérateur, qu'il devienne pleinement un opérateur. Nous avons fait effectuer une étude d'impact. Cela suppose au minimum 300 personnels supplémentaires. Cela suppose au minimum 70 millions d'euros de budget supplémentaire. Mais cela suppose évidemment rapidement une formation spécialisée sur cette technique-là, y compris sur la pose des techniques. Cela suppose évidemment un programme qui fasse de ces agents des personnels spécialisés tels que ceux de la DGSI ou de la DGSE. Voilà les raisons pour lesquelles, en qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé au titre du gouvernement, au titre de l'État de droit et en responsabilité face à la société, je rappelle premièrement sur le principe que le ministère de la Justice doit assumer ses missions constitutionnelles et ne pas les confondre avec celles d'autres ministères chargés directement de l'autorité de ces services de surveillance, et d'autre part que, en termes d'efficacité, le fait de charger le renseignement pénitentiaire, donc les personnels pénitentiaires, de ces actions d'opération directement, n'apporte pas les garanties nécessaires. Pardon d'avoir été longue. Pardon d'avoir abusé de votre écoute, dont j'apprécie la qualité, parce que je vous ai trouvés tous attentifs, mais il me paraissait indispensable d'apporter ces éclaircissements. Concernant, pardonnez-moi Madame la Présidente, je réponds très directement maintenant à votre demande d'avis du gouvernement sur les amendements qui sont mis en discussion commune. Donc je commence par le 131 de Monsieur Sueur, le 131 rectifié. Alors, c'est un amendement qui nous siérait absolument. Il a juste un petit défaut, c'est que, comme vous avez réécrit la première phrase, nous pensons que, compte tenu de la partie, parce que ce que j'ai indiqué là, notamment sur la formalisation et l'institutionnalisation des rapports entre, au-delà de ce que nous avons déjà fait pratiquement avec le ministre de l'Intérieur, entre le ministère de la Justice, le renseignement pénitentiaire et les services du ministère de l'Intérieur, nous avons introduit donc des dispositions dont le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale concernant les modalités d'intervention dans les établissements pénitentiaires et la circulation des informations. Vous avez réécrit la première phrase, ce qui peut poser une difficulté par rapport à ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Pour cette raison, je me permettrai très respectueusement de vous demander si vous consentiriez à retirer cet amendement au bénéfice de l'amendement du président rapporteur qui a, je crois, l'aval de la commission des lois, qui me pose aussi une petite difficulté, mais elle n'est pas majeure, je dois dire. Cette difficulté, c'est que vous ajoutez aux fins de mise en œuvre. C'est-à-dire que vous remplacez, alors je rappelle peut-être en quelques mots, le texte de la commission, le premier amendement que le président rapporteur avait fait adopter par la commission des lois, envisageait que le renseignement pénitentiaire demande au service de renseignement spécialisé du ministère de l'Intérieur
d'effectuer donc des opérations de surveillance. Demande introduisait une relation de hiérarchie au sens où le renseignement pénitentiaire se retrouvait à demander au service du ministère de l'Intérieur d'exécuter un acte en tout cas, l'hypothèse de la hiérarchie était plausible. C'était une difficulté à laquelle vous avez consenti, en tout cas que vous avez reconnue, puisque vous proposez de remplacer demande par signal. Ça nous paraît effectivement plus conforme à la nature et à la qualité des relations entre le renseignement pénitentiaire et les renseignements spécialisés. Donc, signal nous convient. Vous ajoutez aux fins de mise en œuvre. Nous avons le sentiment, j'ai pour ma part le sentiment, que ces fins de mise en œuvre réintroduisent une petite part de la demande et donc de la relation supposée. Donc nous avons cette difficulté. L'avantage de votre amendement, c'est que vous l'avez découpé en deux parties. Donc ça élimine la difficulté que je viens d'évoquer avec le texte de l'Assemblée nationale, puisque nous savons que l'étape suivante sera une commission mixte paritaire. Donc le fait d'avoir découpé en deux phrases élimine la difficulté avec l'Assemblée nationale, mais avec cette mise en œuvre qui, je le répète, n'est pas rédhibitoire, ne pose pas une difficulté majeure, me conduit à préférer cet amendement-là, en m'excusant vraiment très humblement devant le président Sueur, que je veux remercier très chaleureusement pour son implication, depuis son rapport d'ailleurs au titre de la commission de lutte contre le djihadisme et au titre de son implication sur ce texte de loi. Voilà, il y avait un amendement de repli de M. Sueur, il a indiqué lui-même en tant que tel, et bien entendu un avis favorable sur le sous-amendement de Mme Esther Benbassa, qui, comme l'a dit M. le Président rapporteur Philippe Bas, a précisé les choses sur la population visée. Madame la garde des Sceaux, il me manque votre avis, ou Monsieur le ministre, le 129 rectifié, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Un décret en Conseil d'État. Oui, alors le gouvernement envisageait un avis de sagesse, mais je crois que nous pouvons donner un avis favorable à Monsieur le Président Sueur, dans la mesure où, en général, évidemment, le périmètre des décrets réservés au Conseil d'État est précis. Il concerne notamment les libertés fondamentales, enfin, quelques points très précis, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je pense qu'effectivement, nous pouvons consentir à cet amendement pour un décret en Conseil d'État. Merci, Madame la garde des Sceaux. Nous passons maintenant au vote de ces amendements. Pour expliquer... Je vous ai vu, Monsieur Sueur. Ah, je vous en prie. Je voulais solliciter auprès de vous, Madame la Présidente, une suspension de séance de quelques minutes avant le vote, pour que nous puissions... Très bien, je vous accorde, allez, 2 minutes de suspension de séance. Plus? Quand même, 10 vous minutes. Voulez 10 minutes. Oui. 10 minutes. Alors, la séance sera reprise à 18h35. La séance est reprise. Je suis saisi d'un sous-amendement du président Sueur, sous-amendement numéro 209, qui va être distribué dans un instant, dès lors qu'il sera matériellement reprographié. Et peut-être le président Sueur peut-il présenter ce sous-amendement en attendant? Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voyons bien que nous sommes au cœur d'un débat qui est difficile et qui est très important. Il s'agit, comme cela a été beaucoup dit, de bien distinguer les fonctions, d'une part de l'administration pénitentiaire, d'autre part des services de renseignement. Madame le garde des Sceaux a demandé que je puisse retirer l'amendement que j'avais déposé au profit de l'amendement numéro 190 qui a été déposé par M. Philippe Bas au nom de la commission des lois. Après discussion et réflexion, et je remercie ceux qui ont participé à ce travail, je propose un sous-amendement. Ce sous-amendement consisterait, et je crois qu'il est en distribution, je vous en remercie, à ajouter au 5e alinéa
de l'amendement numéro 190, c'est-à-dire à la dernière phrase. À la suite de l'expression « mise en œuvre », l'expression « à leur appréciation est », ce qui aboutirait à la rédaction suivante. Signaler, donc cela serait l'apanage des services de l'administration pénitentiaire, des services pénitentiaires. Signaler toute personne détenue suite à l'adoption de l'amendement de Mme Esther Benbassa, donc signaler toute personne détenue à ces services aux fins de mise en œuvre, à leur appréciation et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 2 d'une technique mentionnée au titre 5. À leur appréciation, cela signifierait, si vous adoptez, mes chers collègues, ce sous-amendement, et si, bien entendu, monsieur le rapporteur était d'accord avec ce sous-amendement, puisqu'il est l'auteur de l'amendement, cela signifierait qu'il revient à l'administration pénitentiaire et à ses personnels de signaler soit des personnes, soit des situations, et qu'il reviendrait au service de renseignement d'apprécier quelle technique doit être mise en œuvre et dans quelles conditions. Autrement dit, nous serions totalement, intégralement fidèles à la feuille de route qu'a encore énoncée tout à l'heure Madame Christiane Taubira. Il y a d'une part les services pénitentiaires dont la mission doit être, en l'espèce, de signaler un certain nombre de réalités ou de personnes, et d'autre part des services de renseignement qui ont pour charge de mettre en œuvre des techniques. Mais on ne demande pas à un surveillant pénitentiaire de décider la mise en œuvre d'une technique d'une manière ou d'une autre parmi celles évoquées dans ce texte. Donc, c'est un sous-amendement de clarification et dont la portée est d'exactement préciser le rôle de chacun. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur le Président, la commission ne s'est pas réunie. Je ne vais pas demander une suspension de séance. Je pense que si mes collègues de la commission des lois ont des reproches à me faire en fonction de ce que je vais vous dire, ils le feront à un autre moment. Que voulons-nous ? Nous voulons faire en sorte qu'une surveillance mobilisant les techniques de renseignement sur lesquelles nous légiférons soit possible en prison. Parce que c'est important. Que ne voulons-nous pas ? Nous ne voulons pas que ces techniques de renseignement soient mises en œuvre par l'administration pénitentiaire à son initiative, parce que, comme le disait tout à l'heure Madame la garde des Sceaux, ça n'est pas son métier, même si naturellement, vous avez aussi, Madame, rappelé votre préoccupation de ne pas laisser sans surveillance du point de vue non seulement de la cohésion de la communauté pénitentiaire, mais des intérêts supérieurs de l'État que les services de renseignement assument, les détenus qui sont sous la garde de l'administration pénitentiaire. Comment concilier ces deux paramètres ? La commission des lois a souhaité que, d'une part, les services de renseignement puissent imposer d'une certaine façon à l'administration pénitentiaire, par une sorte de droit de suite, la surveillance de personnes qui leur ont été signalées, et que, d'autre part, l'administration pénitentiaire puisse signaler aux services de renseignement, sur la base des informations qui ont été collectées notamment par les agents de renseignement de l'administration pénitentiaire, des détenus. Il me semble que nous sommes arrivés, avec l'amendement que je vous ai présenté tout à l'heure, à un bon compromis. Le président Sueur, après avoir procédé aux concertations nécessaires, s'est inquiété de ce que la formulation de mon amendement pourrait être interprétée, et vous l'avez dit vous-même, Madame la garde des Sceaux, également, comme signifiant
que les services de renseignement n'ont pas d'autre choix que de déférer à une sorte de demande qui n'en porterait pas le nom, mais qui en aurait toutes les caractéristiques, de mettre en œuvre des techniques de renseignement à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Ce n'était pas mon intention en rédigeant cet amendement. Et par conséquent, je trouve que le sous-amendement que vous venez de nous présenter oralement, Monsieur le Président Sueur, permettrait de respecter exactement ce que je crois avoir été l'intention de la commission des lois lorsqu'elle a apporté un avis favorable à mon amendement. Et je ne crois pas la trahir en recommandant par conséquent que notre Assemblée veuille bien adopter mon amendement ainsi sous-amendé. Merci. Quel est l'avis du Gouvernement ? Oui, Monsieur le Président, d'abord saluer vraiment très respectueusement et très chaleureusement le travail qui a été effectué au sein de la Commission des lois d'une part, mais là tout à l'heure en un temps record dans une concertation qui a produit un résultat de très très grande qualité. Donc merci à Monsieur le Président rapporteur pour cette compréhension et cette intelligence dans le mandat d'une certaine façon de la Commission des lois, puisque effectivement l'esprit est le même et comme vous l'avez indiqué, le souci est de s'assurer qu'explicitement la pensée, l'intention que vous avez introduite dans cet amendement, que cette intention est traduite fidèlement par les mots. Donc cet ajout par le sous-amendement du président Sueur permet simplement d'indiquer que l'appréciation de la mise en œuvre des techniques relève des services de renseignement spécialisés. Par conséquent, je crois que c'est juste une précision par rapport à votre pensée. Je rappelle d'une phrase simplement que le renseignement pénitentiaire effectue déjà des interceptions. Il est fait sur téléphone fixe, il est fait sur la correspondance, qu'il est fait par le contrôle des ordinateurs, puisque vous savez, depuis un décret de 2003, les détenus ont le droit d'avoir un ordinateur, ils n'ont pas le droit d'accéder à Internet. Donc il y a des contrôles réguliers sur les ordinateurs pour voir s'il y a eu une connexion Internet. Évidemment, il y a les fouilles qui sont effectuées. Donc le renseignement pénitentiaire effectue des actions de renseignement et de surveillance telles qu'elles sont définies dans l'arrêté de 2008 et dans la loi pénitentiaire. Là, nous ne sommes pas dans le même champ. Ce dont nous traitons relève des services spécialisés de renseignement. Donc le fait d'avoir ajouté à leur appréciation réintroduit bien entendu le libre arbitre des services de renseignement pour décider, dans le cadre des procédures prévues par ce texte de loi, pour décider éventuellement d'effectuer les surveillances sollicitées. Donc mille merci une fois de plus pour ce travail législatif de très grande qualité. Merci Madame la Ministre. Favorable. Monsieur le Président Sueur, pour explication de vote. Pour explication de vote, bien entendu, nous voterons le sous-amendement 209. Par voie de conséquence, bien sûr, nous voterons l'amendement 190 ainsi sous-amendé. Et je tiens à remercier Philippe Bas tout particulièrement parce que nous sommes arrivés, après bien des débats, à une rédaction qui est importante, me semble-t-il, par rapport à la définition des pouvoirs. Dans la République, il est très important que l'on respecte les missions de chaque instance. La mission de l'administration pénitentiaire, vous l'avez assez dit, Madame le garde des Sceaux, n'est pas celle de services de renseignement, même si les uns et les autres sont au service de la République. Et la mission des services de renseignement a pour effet qu'il leur revient de mettre en œuvre les techniques dont nous parlons dans ce texte de loi. Donc, il est très important de séparer, de distinguer, de préciser la fonction des uns et des autres. Encore une fois, je crois que c'est un très bon accord qui est proposé au Sénat. Pardon, Monsieur le Président Sueur, est-ce que, par voie de conséquence, vous retirez le 130 et le 131 ? Entendu, ça allait de soi, mais Monsieur le Président, je retire le 130 et le 131. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 46. Monsieur Richard, vous voulez intervenir maintenant ou sur le sous-amendement tout à l'heure? Alors, prenez la parole maintenant. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en qualité de
d'ancien coprésident avec notre collègue Nathalie Goulet de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. Je voudrais d'abord me féliciter que l'on trouve dans ce projet de loi sur le renseignement un alinéa de l'article 1er portant sur le renseignement pénitentiaire, et ça me donne l'occasion de dire à Madame la garde des Sceaux que la commission d'enquête n'avait pas eu totalement le même opinion que vous, Madame garde des Sceaux, sur le renseignement pénitentiaire. Il suffit, je regarde Monsieur le rapporteur, Madame la coprésidente, il suffit de lire les quelques pages qui portent sur le renseignement pénitentiaire pour dire qu'il y avait quand même un certain travail à faire. Et encore une fois, ce que nous voyons apparaître aujourd'hui dans ce projet de loi va naturellement dans le bon sens, puisque ça décline une de nos propositions. Je voudrais ensuite me féliciter que la commission des lois, cher président, ait pu faire état de cet alinéa qui me paraît fort bien écrit à titre personnel, qui me paraissait fort bien écrit et qui arrivait à un équilibre qui me paraissait particulièrement sain. Donc a paru les observations de Monsieur le Président Sueur. Je voudrais dire que je me retrouve totalement dans la conclusion à laquelle nous arrivons aujourd'hui, un amendement de Monsieur Philippe Bas en qualité de rapporteur de la commission, sous-amendé par Esther Benbassa et sous-amendé par Monsieur Sueur. Donc je voterai naturellement cette solution, une nouvelle solution d'équilibre à laquelle on est parvenu, et puisque Monsieur le Président de la Commission des lois cherchait une certaine bénédiction des membres de la Commission, permettez à l'humble membre de la Commission que je suis de lui donner à titre personnel la bénédiction qu'il recherchait. Merci, mon cher collègue. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 46. Qui est pour le 46? Deux avis défavorables. Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 90. Deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 91, double avis défavorable également, qui est pour, qui est contre, abstention, même vote, il n'est pas adopté. Le 131 est retiré. Nous abordons le 129 avec un double avis favorable, qui est pour, qui est contre, abstention, il est adopté. Le 130 rectifié retiré. Nous passons au sous-amendement numéro 207, double avis favorable, qui est pour, contre, abstention, il est adopté. Le 209, même vote, j'imagine, il est adopté. Et nous passons à l'amendement 190, ainsi sous-amendé, même vote, il est adopté. Nous abordons l'amendement numéro 128 rectifié, présenté par le président Sueur. Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des techniques de renseignement prévues par le projet de loi le principe du contingentement retenu pour les dispositifs de proximité de type IMSI-4Share et les interceptions de sécurité. Je précise que le principe du contingentement, qui prévoit un nombre maximal de techniques mises en œuvre à un instant donné, ne doit pas être confondu avec le nombre total de mesures, demandes initiales et renouvellements réalisés annuellement au profit des ministères concernés. Il est apparu pour la première fois dans la loi de 91. Dans son souci de conserver un caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité, nous avons déposé un amendement en ce sens pour rappeler la nécessité d'inscrire dans la loi cette caractéristique. Le législateur avait opté pour une limitation sous forme d'un encours maximum protecteur des libertés publiques. Le droit en vigueur, et particulièrement l'article L. 242.2, dispose, je cite, « Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément, en application de l'article L. 42.1, est arrêté par le Premier ministre. »
L'intérêt de ce système a été souligné à plusieurs reprises, en particulier dans le rapport de nos collègues M. Urvoas et M. Verchères du 14 mai 2013 sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, ou dans le rapport d'activité de la délégation parlementaire au renseignement. Tels sont les motifs pour lesquels il nous semble que le contingentement est un indicateur précieux pour la mise en œuvre de ces techniques. Merci. Avis de la commission. L'avis est défavorable, Monsieur le Président, mais pour des raisons essentiellement techniques. D'abord, il est très difficile de déterminer a priori les besoins en matière de renseignement parce qu'ils sont par nature évolutifs. Je note au demeurant que le quota des interceptions de sécurité a régulièrement été augmenté pour tenir compte de ces nécessités, puisqu'un quota existe déjà pour les interceptions de sécurité. Mais c'est encore plus complexe quand il s'agit non pas d'écoute, mais de données de connexion. Tout à l'heure, l'un de nos collègues rappelait que ce qu'on appelle les accès administratifs aux données de connexion sont quand même très nombreux. Ils sont de l'ordre de 350 000 par an, un peu moins. Pourquoi ? Bien parce que quand les services sont à la recherche de données de connexion, ils ne savent pas toujours à quel opérateur s'adresser. Et donc, pour un seul numéro, il leur arrive de demander à 10 opérateurs. Si bien qu'une surveillance d'un individu peut déclencher parfois 5, 10, 15 demandes. Et nous ne savons jamais à l'avance combien de demandes il sera nécessaire de faire pour pouvoir assurer la surveillance d'un individu, en tout cas du point de vue des données de connexion qui caractériseront son activité de communication. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable à cet amendement. Avis du Gouvernement. Cet amendement, Monsieur le Président, a pour objet d'étendre le principe de contingentement à l'ensemble des techniques de renseignement qui sont prévues par le projet de loi. En l'état du texte, il n'a été retenu que pour les dispositifs de proximité, certains type IMSI Catcher ou les interceptions de sécurité. Selon le gouvernement, il ne serait pas opportun d'étendre aux autres dispositifs cette limitation. D'abord parce que cette limite constituerait une restriction certaine à l'efficacité des techniques, sans être nécessairement, à nos yeux, justifiée au regard de la protection des libertés. Ainsi, certaines techniques sont moins intrusives que les interceptions de sécurité ou le IMSI catching, d'autres sont assorties de garanties extrêmement strictes, et la technique de la limitation quantitative doit être utilisée, selon nous, avec beaucoup de mesures. Nous ne sommes donc pas favorables à cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, double avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 128 rectifié. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 56, présenté par Madame la Présidente Assassi. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi est assez vague, nous semble-t-il, sur la question de l'activité de nos services quand ils opèrent à l'étranger. Pour qu'ils aient la légitimité que leur confère la mission de protection et de défense des intérêts nationaux, il faut cependant admettre que leurs activités doivent être encadrées par la loi ou qu'elles se déploient. Ainsi, si l'une de leurs finalités entre dans le champ des missions qui leur sont confiées et qu'ils ont compétence à l'étranger, ils doivent relever de la loi française. Nous ne pensons donc pas que pour les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil, il faille faire une distinction entre le territoire national et l'étranger. En effet, le critère de territoire national n'est pas judicieux dans deux cas. Il peut d'abord sous-entendre que la loi viserait uniquement à assurer la protection des droits des seuls nationaux, mais il suppose également que des citoyens français qui se trouveraient hors du territoire national ou utilisant des moyens de communication transitant par l'étranger puissent faire l'objet de mesures de surveillance, ce qui est légitime. En revanche,
Ces mesures de surveillance ne doivent pas être différentes de celles qui s'appliquent aux nationaux sur le territoire national. C'est pourquoi nous considérons que, du point de vue de la protection des libertés, le critère de la nationalité est inopérant. Les non-nationaux doivent en effet bénéficier du même régime légal dès lors qu'ils font l'objet de mesures mises en œuvre par des services français. La commission. Dans le cadre légal que nous posons, le critère de la nationalité n'existe pas. C'est le critère du territoire. Quand il s'agit de surveillance à l'étranger, la mise en œuvre des techniques de renseignement ne se présente évidemment pas de la même façon que quand il s'agit de surveillance sur le territoire national. Je voudrais souligner deux choses. D'abord, c'est que malgré cela, le texte prévoit à l'article 3 du projet des dispositions pour qu'il y ait malgré tout un minimum d'encadrement. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que de même qu'aucun service de renseignement étranger ne peut légalement intervenir en France, aucun service de renseignement français ne peut légalement intervenir à l'étranger. Et par conséquent, il n'y aura jamais de tribunal d'un pays étranger qui pourrait apprécier les conditions de la légalité au regard de la loi française d'une autorisation qui serait délivrée pour intervenir à l'étranger. Je crois qu'il faut tenir compte de ces différences qui s'imposent aux législateurs que nous sommes. Nous ne sommes pas législateurs universels. Nous devons tenir compte de la difficulté particulière qu'il y a pour nos services de renseignement à intervenir à l'étranger, mais nous devons savoir aussi que nous avons besoin que ces interventions existent. C'est pourquoi, à certains d'entre nous, l'encadrement légal peut paraître minimaliste, sans doute, mais il a au moins le mérite d'exister. En tous les cas, nous ne pouvons pas appliquer en dehors du territoire national le régime d'autorisation avec toutes les conditions de légalité qui s'ensuivent, qui est prévu par le texte. Avis du gouvernement. Monsieur le Président, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, non pas qu'il refuse que l'on encadre l'activité des services à l'étranger, et l'article 3 le permettra en partie, mais l'activité des services à l'étranger, d'abord pour des respects de souveraineté des États dans lesquels peut se déployer l'activité de nos services, ne permet pas de penser que c'est la loi française qui devrait s'appliquer de manière extraterritoriale. Je rajoute qu'il va de soi que certaines des activités de nos services à l'étranger sont clandestines et qu'il convient qu'elles le restent, ne serait-ce que dans l'actualité la plus immédiate. C'est la raison pour laquelle il ne paraît pas au gouvernement ni opportun ni juridiquement possible de soumettre au même régime légal les activités de nos services qui se déploient sur le territoire national et celles qui sont mise en œuvre à l'étranger. Donc le gouvernement émet un avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement numéro 5. Il est retiré. Nous passons donc à 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier, le numéro 47, présenté par Madame la Présidente Assassi ou Madame Cukierman. S'il vous plaît, laquelle d'entre vous présente le 47? Madame de Messine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avec ce titre 2 de l'article 1er, nous passons à l'examen de la procédure applicable aux techniques de recueil de renseignements soumis à autorisation. Dans son rapport, la Commission des lois du Sénat est très claire. Renforcer les capacités d'action intrusive a nécessairement pour conséquence d'élargir les occasions pour les services spécialisés de porter atteinte au respect de la vie privée et aux droits et libertés fondamentales de nos concitoyens. Une telle évolution ne peut s'envisager sans ses corollaires garantissant que ces atteintes s'exercent de manière légitime, nécessaire et proportionnée, et d'autre part, la création de contrôles effectifs garantissant que ces atteintes s'exercent de manière légitime, nécessaire et proportionnée. Le texte en l'état est, selon nous, loin d'être porteur de ces contrôles effectifs. Pour commencer, face à des mesures particulièrement intrusives qui auraient vocation à être ordonnées, alors même qu'aucune infraction pénale ne peut être reprochée, un véritable contrôle indépendant de l'exécutif est incontournable. Le chef de l'exécutif ne peut donc autoriser
des actes individuels attentatoires aux droits et aux libertés, impliquant une atteinte à la vie privée. La commission de contrôle des techniques de renseignement doit être dotée d'un pouvoir d'autorisation préalable et exercer ainsi son contrôle de façon systématique. Afin de répondre aux nécessités de l'urgence, la CNCTR pourra fonctionner dans le cadre de permanence, à l'image des pratiques judiciaires. D'ailleurs, en ces termes d'équilibre institutionnel, une CNCTR composée exclusivement de juges administratifs et judiciaires indépendantes ferait pendant utile à l'administration demanderesse et garantirait la séparation des pouvoirs. Mes chers collègues, amendement numéro 84 rectifié présenté par le président Mézard. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Il s'agit d'une question importante, c'est celle du véritable rôle de la Commission nationale de contrôle. Notre amendement propose 3 rectifications au texte des alinéas 26, 39 et 42. Sur le 39, je commence par celui-ci. Le texte qui nous est proposé sur l'avis. Il y a une demande d'avis qui est transmise à la Commission nationale de contrôle. Si elle ne répond pas, le texte dit, en l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu. Nous pensons qu'il est plus logique et plus conforme à notre tradition juridique de mettre favorable. Parce que si la Commission ne dit rien, elle doit assumer le fait qu'elle rend un avis, que c'est un avis favorable. C'est ce qu'on appelle l'accord tacite dans le droit administratif et dans le droit civil. Par contre, sur l'alinéa 26, qui est le premier alinéa de ce chapitre, on nous dit ce texte prévoit une garantie fondamentale pour nos concitoyens, c'est l'existence de la Commission nationale de contrôle. C'est ça la garantie, elle va bien faire son travail. Et le fonctionnement, c'est quoi? C'est on met en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignements, c'est soumis à autorisation préalable du Premier ministre, délivré après avis de la Commission nationale de contrôle. On ne dit pas après avis conforme de la Commission nationale de contrôle, on dit après avis. Nous proposons de rajouter conforme, parce qu'avoir une commission, une autorité administrative dite indépendante, une de plus dont on nous vante les mérites comme des 39 autres. Si, lorsqu'elle rend un avis défavorable, le gouvernement peut passer outre, je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir un avis d'une autorité administrative indépendante. Parce que le 42 dit, lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi. C'est-à-dire que le gouvernement, il n'a pas à suivre un avis défavorable, il a simplement à dire pourquoi il n'a rien à faire de l'avis de la Commission. Alors, on nous dira, et c'est vrai que ça pourra arriver dans peu de cas, mais justement, ce seront les cas les plus graves, ceux qui posent le plus de problèmes, et en particulier en matière de respect des libertés individuelles. Donc, alors, je connais l'argumentation de la commission des lois, c'est de nous dire, écoutez, il faudrait savoir ce que vous voulez sur les autorités administratives indépendantes, vous trouvez qu'elles ont trop de pouvoir. Oui, je maintiens. Mais alors, quand vous les créez, je le dis au gouvernement, faites au moins qu'elles servent à quelque chose, si ce n'est à être un paravent. Monsieur le Président, nous passons à l'amendement numéro 48 qui est présenté par Monsieur Bozic. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres. Oui, c'est un amendement de repli par rapport à l'amendement qui a été présenté par ma collègue Michel de Messine et un amendement qui va dans le sens de celui présenté par le Président Mézard, qui vise à lier la décision du Premier ministre à celle de la CNCTR, qui, pensons-nous, doit avoir un pouvoir de décision. Un avis conforme. En effet, le caractère purement consultatif de cette commission ne constitue pas, à nos yeux, une garantie suffisante des droits des citoyens.
Et à défaut de confier à la CNCTR un pouvoir de décision, il est incontournable de lier la décision du Premier ministre en reconnaissant à cette autorité un pouvoir d'avis conforme. Merci. Amendement numéro 39, c'est Monsieur Lecomte qui le présente. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement effectivement qui s'inscrit dans la même philosophie que celle qui a été développée par nos collègues précédemment, mais qui finalement souhaite limiter l'exigence de l'avis conforme aux professions qui sont citées à l'article 49 du même article. Je pense donc aux parlementaires, aux magistrats, aux avocats, aux journalistes, professions qui sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie, j'oserais dire à la forme républicaine de nos institutions, compte tenu des débats que nous avons eus tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle il me semble indispensable que, sans aucun procès d'intention, ces professions puissent ou ces fonctions puissent exercer leur mission sans pression et sans qu'ils puissent, en ce qui concerne les avocats, avoir de soupçons d'atteinte aux droits de la défense, compte tenu de ce qui peut se dire dans les cabinets d'avocats. J'ajoute à ce moment précis de mon intervention que ça a déjà été dit par certains lors de la discussion générale, que les pouvoirs de la police administrative qui sont conférés après par ce texte sont supérieurs dans certains cas à ceux de la police judiciaire et que par conséquent c'est important de bien marquer et de bien protéger ces professions et que compte tenu de ces observations, il semble important que dans ce cas précis, l'avis de la CNCTR, au moins dans ce cas précis, l'avis de la CNCTR soit conforme. Je sais que le président Bas, le président de la commission des lois, a renforcé les conditions dans lesquelles les professions indiquées pourraient faire l'objet d'écoute, puisque d'une part, il y a la possibilité, il faut que les demandes d'autorisation d'écoute ou d'intrusion soient examinées en commission plénière, et il y a une possibilité de recours en Conseil d'État simplifiée. Toutefois, les conséquences, c'est a posteriori, et il me semble que c'est préférable de le faire a priori, de manière à éviter justement ce que j'évoquais, le fait finalement qu'il y ait atteinte au secret d'un cabinet d'avocats ou à toute pression sur ces professions. C'est la raison pour laquelle il me semble important de s'appuyer sur cet avis conforme. J'ajoute aussi que finalement c'est le législateur qui doit fixer un cadre à ce qui est légal et à ce qui n'est pas légal. Et que, en l'occurrence, en ce qui concerne ce type de dispositif, il me semble important, si le législateur l'estime, qu'il puisse considérer que les professions protégées puissent être vraiment protégées par un avis conforme et pas que la réponse soit simplement « Ah bon, écoutez, ça fait partie des prérogatives de l'exécutif qui ne sont pas discutables. Les prérogatives du Parlement sont aussi de fixer des limites à la loi et de les cadrer. » Je pense que dans ce cas-là, c'est important. Merci. Amendement numéro 49, Monsieur Skwarnek. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, chers collègues, dans le cadre d'un régime d'autorisation, aucune mesure ne peut être mise en œuvre sans autorisation, l'absence d'autorisation ne pouvant alors valoir que refus. Subsidiairement, dans un régime d'avis et s'agissant des mesures faisant grief, particulièrement attentatoires aux libertés, le silence ne peut valoir que consentement. Le droit commun en la matière doit prévaloir. En effet, le silence gardé de l'administration vaut rejet. Nous savons que la mouvance de ces dernières années est à l'inversion des grands principes généraux du droit, et cette tendance est dangereuse puisque, sous couvert de simplification, elle vient fragiliser l'administration. Par ailleurs, cette possibilité à garder le silence laisse présager que, dans la moitié des cas, il n'y aura pas d'examen en raison du manque de moyens, de temps, de ressources humaines, de budget. C'est pourquoi nous vous invitons à considérer l'avis du Premier ministre comme négatif si celui-ci n'a pas été rendu dans les délais prévus. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Le 134 rectifié, enfin, c'est Monsieur Durand qui présente.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le projet de loi prévoit que la CNCTR ne dispose que d'un pouvoir consultatif dans sa mission de contrôle a priori des demandes de mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national, en prévoyant que l'avis est réputé rendu si la CNCTR ne l'a pas transmis au Premier ministre dans un délai de 24 heures ou 3 jours ouvrables, selon qu'il soit émis par son président ou par plusieurs membres de la Commission. Il aboutit en outre à faire du silence un consentement. Or, dans son rapport portant pour la Commission des lois, le rapporteur Philippe Bas indique que le nombre d'autorisations quotidiennes à délivrer par la CNCTR devrait s'élever entre 1000 et 2000. Dans son dernier rapport annuel, la CNCIS indiquait quant à elle avoir dû traiter pas moins de 321 000 demandes d'autorisation en un an. Aussi, il est à prévoir que la CNCTR, qu'elle soit composée de 9 ou 13 membres, ne soit pas en mesure d'examiner réellement les demandes d'autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement qui leur seront quotidiennement soumises. D'une part, se pose la question de la réalité de contrôle a priori exercé par la CNCTR. Il est à craindre qu'il ne puisse être réellement appliqué dans des délais très rapprochés et pour un nombre très élevé de demandes d'autorisation. Il convient toutefois de souligner que des progrès, c'est vrai, ont été accomplis sur ce point au cours de la navette parlementaire avec plusieurs ajouts bienvenus apportés à l'article L832-4. D'autre part, dans le cas où la CNCTR n'a pas du tout rendu d'avis dans le délai imparti, l'alinéa 39 de l'article 1er institue une solution contestable. En l'absence, je cite, d'avis transmis dans des délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu. Rendu équivaut ici à favorable, puisque l'autorisation du Premier ministre à la mise en œuvre des techniques de renseignement n'a pas indiqué des motifs pour lesquels celle-ci peut débuter en l'absence d'avis. S'agissant des techniques de renseignement particulièrement intrusives impliquant une atteinte à la vie privée, il est problématique de laisser à croire que la commission de contrôle approuve une demande concernant celle pour laquelle elle n'a en réalité pas rendu d'avis. Les statistiques du rapport public établi annuellement par la CNCTR, censé être un des outils de transparence et donc de contrôle des activités des services de renseignement, risquent notamment d'être ainsi tronquées. Il convient donc davantage de considérer que l'absence d'avis rendu dans les délais vaut avis défavorable, afin que l'autorisation délivrée par le Premier ministre comporte les motifs pour lesquels il a été décidé, malgré cette absence, de mettre en œuvre une technique de renseignement. Mes chers collègues, mettre en œuvre une technique de renseignement, c'est un acte d'une extrême gravité. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, nous avons approuvé des dispositions qui précisent les finalités qui permettent de mettre en œuvre des techniques de renseignement. Quelles sont ces finalités? Elles consistent à défendre et promouvoir les intérêts fondamentaux de la nation. Ces intérêts sont énumérés. Parmi ces intérêts, il y a notamment l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale. Qui, dans notre Constitution, est chargé de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la défense nationale? Je vous renvoie à l'article 5 de la Constitution. C'est le président de la République. Ensuite, il y a, d'une manière générale, les intérêts de la nation. Défendre les intérêts de la nation, qu'est-ce que c'est d'autre que de déterminer la politique de la nation et de mettre en œuvre la politique de la nation? Qui est en charge de la politique de la nation? Je me tourne vers le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Article 20 de la Constitution, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Et vous croyez que pour un acte aussi grave, aussi exceptionnel, qui est de mettre en œuvre une technique de renseignement, au risque de restreindre le respect dû à la vie privée, de restreindre des libertés, le gouvernement responsable devant le Parlement pourrait renoncer à cette responsabilité essentielle, la plus élevée de toutes, au profit d'une autorité administrative indépendante. Je comprends la dévotion qu'il y a parfois à l'égard des autorités administratives indépendantes en général. J'ai compris que le président Mézard ne partageait pas cette dévotion. Il a raison, car en République, ce qui est tout à fait essentiel,
c'est de permettre au gouvernement républicain responsable démocratiquement devant le Parlement d'assumer les fonctions régaliennes qui sont les siennes et qui sont expressément prévues par la Constitution. Nous sommes exactement dans ce cas. Et nous tous, nous voulons faire en sorte que les mesures mises en œuvre ne soient pas disproportionnées aux fins poursuivies. Nous avons également ajouté au texte un premier article qui détermine en quelque sorte le cahier des charges de la légalité des autorisations. Nous avons prévu que la commission de contrôle des techniques de renseignement assumerait non seulement le pouvoir de donner un avis en fonction de l'appréciation qu'elle fera de la légalité de l'autorisation à délivrer, mais qu'en plus, elle va pouvoir, avec des pouvoirs d'investigation très étendus, vérifier les conditions dans lesquelles les autorisations sont mises en œuvre. Et plus encore, elle va pouvoir, et pas tout entière, uniquement avec 3 de ses membres, c'est-à-dire un tiers de ses membres, pouvoir saisir le Conseil d'État afin que le contrôle du Conseil d'État soit effectif et que la légalité soit effectivement respectée. Voilà les directions qu'il nous faut prendre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus dans la mise en œuvre des techniques de renseignement, mais certainement pas en déléguant à une autorisation administrative un pouvoir d'État prévu par la Constitution. C'est la raison pour laquelle la Commission s'est opposée à l'ensemble de ces amendements, et elle s'est également opposée aux 2 derniers d'entre eux, l'amendement numéro 49 et l'amendement numéro 134, qui sont d'ailleurs contradictoires. Que veulent ces amendements? Dans un cas, ils veulent dire que si la Commission n'a pas statué à temps, son avis est réputé favorable, et dans l'autre cas, si la Commission n'a pas statué à temps, c'est le contraire. Il faudrait s'entendre sur ce choix. Et en réalité, le meilleur moyen de s'entendre sur ce choix, c'est de respecter le texte de la Commission, qui dit tout simplement que si la Commission ne s'est pas prononcée à temps, ça ne doit pas bloquer la délivrance d'une autorisation, pour la bonne et simple raison que ça n'est pas pour le plaisir que les techniques de renseignement sont mises en œuvre, mais parce qu'il y a des raisons graves de le faire, et l'abstention de la Commission ne doit pas valoir avis favorable ni avis défavorable, elle doit simplement entraîner que l'avis est réputé avoir été donné. À ce moment-là, le Premier ministre prend ses responsabilités et il le fait, je le répète, sous le contrôle du juge suprême de la légalité des décisions administratives, qu'est le Conseil d'État, protecteur des libertés publiques. Avis du Gouvernement. Bien, le rapporteur Philippe Bas vient de développer beaucoup d'arguments, donc vous me permettrez d'en développer peu, puisqu'on ne doit pas redire la même chose les uns et les autres, au moment où nous devons aussi avancer dans le débat. Moi, j'ai une position très claire sur cette affaire, elle est très simple. C'est que je pense, je suis convaincu que Jacques Mézard ne sera pas d'accord avec cela, et ceux qui ont déposé les amendements non plus, que ces amendements ne sont pas constitutionnels. Voilà, et c'est ça mon problème, c'est très simple. Cet amendement n'est pas constitutionnel au regard de ce qu'est l'article 20 de la Constitution, et le Conseil d'État, d'ailleurs, dans un avis qu'il a rendu préalablement à l'adoption de la loi de 1991, avait lui-même semblé regarder l'option qui est proposée par ces amendements comme contraire à la Constitution. Il a en outre confirmé ce sentiment qu'il avait exprimé au début des années 90 par un avis en 2001 consacré aux autorités administratives indépendantes, où il dit dans ce document de 2001 des choses extrêmement claires. Je cite le Conseil d'État. « Dans le domaine du pilotage des politiques publiques, mettant en jeu les responsabilités régaliennes de l'État, l'attribution d'un pouvoir de décision à une autorité administrative indépendante ne saurait être envisagée. Et si nous donnions la possibilité à une autorité administrative indépendante de donner un avis conforme, ça voudrait dire que nous serions liés par l'avis donné par elle. Et nous rentrerions très exactement dans ce qu'indiquait le Conseil d'État. Cette conclusion d'ailleurs du Conseil d'État se fonde sur l'idée que l'indépendance reconnue aux autorités administratives indépendantes ne doit pas priver le gouvernement des moyens de faire face à ses responsabilités, notamment lorsqu'il s'agit de compétences totalement régaliennes qui relèvent du respect de l'ordre public. Donc, qu'il y ait une haute autorité administrative indépendante qui exerce ses prérogatives de contrôle, qui les exerce au fond,
qui émettent un avis dont on a pu constater d'ailleurs à travers ce qu'a fait la CNCIS, qu'il servait à quelque chose puisqu'il était la plupart du temps suivi. Les faits dans lesquels les avis n'ont pas été suivis sont infimes. Mais de là à aller jusqu'à prendre une disposition d'avis conforme, qui serait pour toutes les raisons que je viens d'indiquer non constitutionnelle, pose un problème au gouvernement. Donc pour ces raisons-là, nous ne sommes pas favorables à cet amendement et je vais laisser la garde des Sceaux se prononcer sur l'article 39, sur l'amendement 39, pardon, et sur les amendements autres, tous les autres qui ont été présentés, 47, 84, 48, 49, 134. L'avis du gouvernement est défavorable. Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte, donc pour cet amendement 39, l'avis du gouvernement est malheureusement défavorable. Je veux prendre quand même le temps, en 3 phrases, de vous dire qu'évidemment, sur les professions protégées, il est important que nous soyons extrêmement vigilants. Ce que le gouvernement a voulu faire, a tenu à faire, notamment par l'amendement sur les professions protégées qu'il a introduit lors du débat à l'Assemblée nationale. Et nous savons que les dispositions sont perfectibles. D'ailleurs, nous aurons l'opportunité d'y revenir autour de plusieurs amendements. Simplement, là, il s'agit effectivement de l'avis conforme et le corps même de l'argumentation que je vais vous présenter est celui que vient de développer le ministre de l'Intérieur, parce que cet avis conforme consisterait en fait à transférer l'autorité, la décision d'accorder l'autorisation ou pas à l'autorité administrative, donc à la CNCTR. Ce qui n'est pas concevable. La CNCTR est une autorité administrative indépendante. Elle est indépendante au sens où le gouvernement lui garantit les moyens de fonctionner et de décider, en tout cas de proposer, d'émettre un avis sans contrainte et sans pression, mais la responsabilité doit bien incomber et rester à l'autorité politique et en l'occurrence à l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui rend compte. C'est lui qui vient rendre compte devant vous. La CNCTR peut évidemment vous présenter un rapport et il est prévu qu'annuellement, elle présente ce rapport. Mais c'est l'exécutif qui peut répondre et qui peut éventuellement être sanctionné par le Parlement des décisions qu'il a été appelé à prendre. Donc une attention particulière sur les professions protégées, dans la mesure où il ne s'agit pas de les protéger, elles d'ailleurs, mais protéger les secrets dont elles sont détentrices du fait de leur activité et pour le bon fonctionnement de la démocratie. Mais inscrire cet avis conforme reviendrait à transférer à l'autorité administrative indépendante la décision d'autorisation. Je pense que dans la démocratie et dans l'état de droit, il est plus rassurant qu'effectivement ce soit l'exécutif qui en réponde. Je vais mettre aux voix l'amendement 47. Le président Hyest a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je partage ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur sur le vrai problème de la décision d'une autorité administrative indépendante. Je pense que ça n'est pas possible. Alors pourquoi ça n'est pas possible? Non, c'est constitutionnellement, ça, à mon avis, ça ne tient pas debout. C'est une activité de l'exécutif, c'est l'exécutif qui prend les décisions. Alors en fait, on sent bien la méfiance. Ce qui est normal, on va écouter tout le monde tout le temps. Il y a d'abord un ministre qui donne son feu vert. Il fera attention, hein. Si les services étaient tentés de ne pas donner les vraies raisons pour lesquelles on procède, il fera attention, il est responsable. Ensuite, c'est l'avis de la CN. Dois-je vous avouer que dans la loi de 91, la CNCIS, qui a quand même bonne réputation, sa perspicacité n'a jamais été mise en défaut. En fait, elle ne proposait pas, dans la loi, c'est venu comme ça, c'est une coutume, mais en fait, elle contrôlait si c'était bien conforme au droit, au départ. Et c'est devenu un avis. Et tout le monde a, alors 99,99% d'avis qui ont été suivis par le Premier ministre, qui est aussi responsable. On a mis quand même, ce qui est nouveau, et c'est très bien, à la fois des possibilités de recours, etc. Personnellement, je ne peux pas concevoir qu'on fasse un sort particulier à tel ou tel. Parce que ça serait rupture d'égalité, veuillez m'excuser, ça existe aussi, c'est un principe de droit devant la loi. Donc moi je trouve quand même que
vouloir faire l'avis conforme, ça ne me paraît pas satisfaisant. Par contre, le caractère préventif du passage en commission, je vous assure que ça a très bien marché depuis 30 ans sur les interceptions de sécurité. Pourquoi voulez-vous? Surtout que la nouvelle commission va examiner aussi si l'utilisation de telle ou telle technique, ce qui est nouveau, est proportionnée. On va dire non, attendez, vous n'avez quand même pas besoin d'aller, c'est pas utile. Donc, moi, je pense que le texte est équilibré. Aller au-delà, on prend des risques. Et même, je le dis, moi, j'ai jamais été très favorable dans ce domaine à ce qu'on fasse des distinctions entre les uns et les autres. On a tenu compte, etc. Et tous les dispositifs. Non, le seul problème que je me pose encore, c'est plus la commission est pléthorique, je l'ai déjà dit, mais je le répète, moins elle sera efficace. Et je suis contre le fait qu'on étende indéfiniment. Alors, on a inventé un truc restreint, mais pourquoi éliminer les parlementaires dans ce truc restreint? Enfin, tous ceux qui ont siégé à la SNCIS savent très bien comment ça se passe. Et je peux vous assurer que ça a été extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Et il n'y a pas eu un problème depuis 30 ans. Alors, en s'inspirant de ce système, je pense que nous trouvons un équilibre tout en respectant les responsabilités des uns et des autres, et notamment les responsabilités du Premier ministre. La parole est à Monsieur le Président Mézard. Oui. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Intérieur a bien compris que je n'étais pas convaincu. Considérer et nous dire qu'aucune autorité administrative indépendante n'a de pouvoir décisionnel, c'est quand même assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire, surtout quand on voit aujourd'hui les pouvoirs décisionnels, par exemple, de l'autorité de la concurrence. Et si j'ai bien compris, il est question de les augmenter lorsque la loi dite Macron sera définitivement votée. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Un pouvoir décisionnel de nomination aussi, on ne peut pas dire que les autorités administratives dites indépendantes n'en ont pas, n'en disposent pas. Alors moi, je veux bien qu'on m'oppose tous les avis du Conseil d'État, encore que, pour m'intéresser de près à cette question, il y a beaucoup de conseillers d'État, d'anciens conseillers d'État, d'anciens conseillers à la Cour des comptes ou de conseillers à la Cour des comptes qui composent les collèges de ces autorités administratives dites indépendantes. Alors, moi, vous en créez une qui prend la place d'une autre. Ce n'est pas une de plus. Il faut être objectif et honnête. Ce n'est pas une supplémentaire. Vous dites, c'est la garantie de la liberté. Je ne doute pas que vous en soyez convaincu, Monsieur le ministre. Mais je ne doute pas de vos bonnes intentions. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que considérer qu'on lui demande un avis et que si cet avis n'est pas celui qu'attend le gouvernement, ça n'a pratiquement aucune conséquence, si ce n'est de faire de la peine au gouvernement, et de voir la conclusion de l'avis peut-être dans la presse et certainement dans le rapport qui suivra dans X mois, je ne suis pas sûr quand même que ce soit là ce que vous appelez un véritable équilibre. Voilà. Moi, il est normal que nous posions ce type de questions dans le débat, parce que c'est un vrai débat, là encore, de fond, c'est normal. Bon. Ensuite, chacun a sa position, ses convictions, mais on ne me fera pas avaler que c'est une bonne formulation. Voilà ce que je veux dire. Quant à dire qu'il vaut mieux considérer que l'avis, s'il n'y a pas d'avis, il est considéré comme rendu plutôt que de dire qu'il est favorable, moi je suis désolé, mais une autorité indépendante qui n'est pas capable de répondre dans le délai imparti, je ne vois pas pourquoi elle est traitée mieux ou différemment que les citoyens ou les collectivités, parce que pour eux, on considère que c'est un accord tacite et un avis favorable. La parole est à Monsieur Pozzo di Borgo. Excusez-moi, j'essaie de comprendre. Je suis un parlementaire simple, pas très malin. Je n'ai pas 50 ans de droit comme M. Bas, je n'ai qu'une maîtrise de droit. C'est peu,
mais ça me donnait quelques éléments de réflexion sur le droit. Je prends l'exemple qui est situé, l'alinéa 49. Lorsqu'à demande de mise en œuvre faite par des membres de l'exécutif, c'est-à-dire Premier ministre, Président de la République ou ministre de l'Intérieur ou ses délégués, il faut, et que ça concerne un parlementaire, il faut donc que la Commission le fasse en session plénière. Moi, je vous pose une question. Récemment, Monsieur le Président du Sénat, qui est quand même le deuxième personnage de l'État, a rencontré M. Poutine dans un contexte de tension avec la Russie, de tension fort, sans compter le Mistral qui n'est pas concerné par les sanctions, mais voilà. Moi je suis le Président de la République ou le Premier ministre, comme le dit M. Bas, puisque c'est eux qui ont les pouvoirs régaliens. Je demande donc de les faire écouter à la commission de contrôle, puisque ce n'est qu'un parlementaire, le Président du Sénat. Dans votre texte, il n'est qu'un parlementaire. Je suis désolé, enfin, j'essaie de comprendre, expliquez-moi le contraire. Il n'est qu'un parlementaire. Il n'est qu'un parlementaire dans le texte. Je demande donc à la commission de contrôle de se réunir en session plénière et d'autoriser l'écoute du Président du Sénat. Et, pas très malin, mais moi, ce qu'on m'a appris en droit public, une des premières choses importantes, c'est qu'il y a la séparation de l'exécutif du législatif. Et que déjà notre Constitution, ne serait-ce par donner tous les pouvoirs régaliens au Président et au Premier ministre, ne respecte pas trop ces principes, mais c'est la Constitution, nous sommes obligés de la suivre. Et je m'interroge de savoir si ce texte, vraiment, n'est pas contraire à la fondamentaux de notre République, qui est la séparation entre l'exécutif et le législatif. Voilà, merci, c'est la seule question. Et si vous avez l'occasion de me répondre, Monsieur le Président de la Commission, je serai ravi, parce que j'écoute avec attention vos réponses et le travail de droit que vous faites. Monsieur le ministre a demandé la parole. D'abord, je veux redire au président Mézard que tous les sujets qu'il aborde sont des sujets qui ont vocation à être abordés par évidence et parce qu'un débat parlementaire ne peut pas être un débat qui se passe bien avec des questions rentrées. Donc tous les sujets doivent être traités. Et le gouvernement, je l'ai dit à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale comme au Sénat, la garde des Sceaux également, le ministre de la Défense également, souhaite répondre à toutes les questions. Parce qu'on est sur un sujet sur lequel il y a des interrogations, elles s'expriment dans la société civile, dans l'opinion publique. Il ne peut pas y avoir de questions entrées, il ne peut pas y avoir de questions restées sans réponse. Donc, le président Mézard pose des questions, comme d'autres sénateurs, il faut y apporter de façon précise des réponses. Et je veux donc préciser les choses suite à la deuxième intervention du président Mézard. Le Conseil d'État se positionne sur les autorités administratives indépendantes qui interviennent dans les matières qui relèvent des compétences régaliennes de l'État. Lorsque les autorités administratives indépendantes interviennent dans des compétences qui relèvent des compétences régaliennes de l'État, ce que j'ai dit concernant la constitutionnalité du texte reste tout à fait vrai. Il peut exister des autorités administratives indépendantes qui interviennent dans d'autres domaines, le domaine de la régulation économique ou de la régulation sociale. Dans ces dernières matières, de nombreuses autorités administratives indépendantes disposent d'un pouvoir de décision. C'est le cas du Conseil de la concurrence, c'est le cas du CSA, mais lorsqu'il s'agit de matières qui relèvent des compétences régaliennes de l'État, ordre public, sécurité nationale, le Conseil d'État considère que nous sommes là dans des sujets qui ne peuvent faire l'objet d'avis conformes de la part d'autorités administratives indépendantes, conformément à ce qu'il avait indiqué en 1991 concernant la loi relative à l'encadrement de l'activité des services de renseignement, interception de sécurité et autres sujets, et il l'a réaffirmé en 2001 dans un avis rendu sur ces questions. Donc voilà la réponse précise que j'apporte. Il n'y a pas de désaccord entre nous. Ce que je dis concernant la non-constitutionnalité du texte ne concerne que les hautes autorités administratives qui interviennent dans des domaines qui relèvent des compétences régaliennes de l'État. Et ça, c'est incontestable quand on regarde les textes écrits par le Conseil d'État. Deuxième point, deuxième élément du raisonnement du président Mézard. Si vous dites ça, même si l'argument est constitutionnel, une autre question se pose,
qui est celle de l'utilité d'une haute autorité administrative indépendante dont les avis ne seraient pas conformes, n'auraient pas vocation à être suivis et qui publierait chaque année des rapports rendant compte de son inutilité. Mais ce n'est pas ce qui se passe en pratique. En pratique, le gouvernement suit les avis de la CNCIS. Et lorsqu'il ne le fait pas de façon marginale, ce qui est rare, que se passe-t-il? Le président de la CNCIS le fait savoir, s'exprime. Vous avez remarqué, comme moi d'ailleurs, qu'il avait une certaine liberté de ton, ce qui témoigne du fait qu'il est à la tête d'une autorité vraiment indépendante, puisque les propos qu'il tient et le ton qu'il utilise témoignent de cette indépendance. Il n'est pas nécessaire d'en apporter la démonstration. Et par conséquent, je ne doute pas qu'un président de haute autorité administrative indépendante qui verrait le gouvernement ne jamais suivre ses avis, avec cette liberté de ton, mettrait le gouvernement en situation de les suivre davantage. Parce que, encore une fois, on a cité Tocqueville tout à l'heure, mais Montesquieu disait que dans un système d'équilibre, de séparation, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et quand des gens qui exercent des pouvoirs se rendent compte que leurs pouvoirs sont bafoués par ceux qui en exercent d'autres, ça se voit en démocratie. Et quand j'entends les interventions des uns et des autres, que je vois les positionnements des uns et des autres, je doute que l'on puisse, sur des sujets aussi sensibles, d'ailleurs je ne le souhaite pas, je me battrai même pour que cela ne soit jamais le cas, on puisse mettre la poussière sous le tapis. Parce qu'un moment viendra où la poussière sera plus épaisse que le tapis. Et donc ça se verra. Donc je ne partage pas les inquiétudes du président Mézard, même si je salue la pertinence des questions qu'il soulève et qui doivent appeler de la part du gouvernement des réponses argumentées et précises. Dernière explication de vote, Monsieur Gors a demandé la parole. Juste 2 mots, Monsieur le Président, pour réagir par rapport à ces avis conformes. J'ai moi-même beaucoup de réserves par rapport au texte. Mais qui peut imaginer que l'on pourrait confier à une autorité indépendante, quelle que soit sa qualité, le soin de décider en dernier ressort de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire? Cette seule énumération montre bien que nous ne pouvons pas confier des missions de cette nature à une autorité administrative indépendante. En revanche, je rebondis sur les propos du ministre à l'instant sur le président actuel de la CNCIS. Les qualités dont il apparaît pour exercer la présidence actuelle le désigne, Monsieur le ministre, à l'évidence pour exercer la présidence de la future commission. Cela nous rassurerait beaucoup si une personnalité d'une telle indépendance pouvait être choisie pour le gouvernement pour continuer à exercer ses missions. C'est donc une sorte d'annonce officieuse que nous avez faite. J'espère qu'elle sera confirmée. Merci, mon cher collègue. Je mets aux voix l'amendement numéro 47, double avis négatif, qui est pour, qui est contre, abstention, il n'est pas adopté. Le 84 rectifié, même vote, il n'est pas adopté. Le 48, double avis défavorable, même vote, il n'est pas adopté. Voilà, vous venez de suivre l'un des temps forts de l'examen du projet de loi très controversé sur le renseignement au Sénat. La discussion générale, je vous le rappelle, a commencé mardi. Les sénateurs sont en train d'examiner un par un les différents articles en vue du vote solennel qui aura lieu au Sénat mardi prochain. Le texte fait l'objet d'une procédure accélérée du gouvernement. Vous pouvez toujours voir et revoir cette séance et toutes les autres sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.